La saison 3 de Squid Game est enfin sortie et aujourd'hui on s'attaque à la review de l'épisode 1. C'est parti. Salut mes petits Azounés, j'espère que vous allez bien. On s'attaque aujourd'hui, je vous le disais en introduction, à l'épisode 1 de la saison 3 de Squid Game, pour laquelle nous ferons épisode après épisode une petite review pour que je puisse vous donner un petit peu mon ressenti et vous dire ce que j'en ai pensé. Alors on va se faire un petit résumé de la saison 2 puisque la saison 3 n'est finalement que la deuxième partie de la saison 2. Donc il est important de se remémorer un petit peu ce qui s'est passé dans la saison 2. Nous suivons toujours le joueur 456 qui a gagné l'édition précédente et qui décide de son plein gré de retourner dans le jeu afin de tenter de l'arrêter. Pour ce faire, il va utiliser tout l'argent gagné lors de la première édition pour embaucher des petites mains, retrouver le recruteur et ainsi remonter le fil de l'organisation. Mais une fois arrivé sur l'île et dans le jeu, plus rien ne va se passer comme prévu. Il va perdre tout d'abord la communication avec les personnes restées à l'extérieur de l'île, et d'autre part, les jeux vont changer, lui ôtant de fait tout l'avantage qu'il pouvait avoir. Pour arriver à ses fins, il va tenter de raisonner les autres joueurs, il va échouer, il va tenter de prendre les règles du jeu contre elles, c'est-à-dire avec le fameux vote entre chaque jeu, il va tenter d'inciter les gens à arrêter d'eux-mêmes, il va échouer également, et à la fin de la saison 2, il va finalement jouer son va-tout en montant carrément une rébellion avec les joueurs qui souhaitaient arrêter. Une rébellion qui va se faire mater dans le sang, puisque la plupart des joueurs vont mourir, vont se faire assassiner par les soldats roses, jusqu'à la punition suprême où l'ami d'enfance de 456, le numéro 390, va se faire exécuter devant ses yeux. La saison 2 se finissait donc ainsi sur l'échec de 456 qui n'était pas parvenu à modifier le cours des événements et qui de surcroît venait de perdre tout espoir. La saison 3, le premier épisode de la saison 3 s'ouvre donc sur la suite directe de ces événements-là avec, pendant la moitié de l'épisode, on va dire un large récapitulatif de toutes les intrigues de la série. Nous avons l'intrigue, la sous-intrigue plutôt du bateau et de l'équipe du lieutenant de police qui essaie de retrouver l'île. Donc on se souvient que le capitaine du bateau est de mèche avec le maître des jeux et qu'il a tué le pilote de drone. Donc dans cet épisode-là, cette sous-intrigue-là va s'avancer vers la recherche d'un nouveau pilote pour le drone afin de pouvoir retrouver l'île plus rapidement. La deuxième sous-intrigue, ça va être autour du joueur 246, le père de la petite fille atteinte d'une leucémie, et l'on se doutait bien à la fin de la saison 2 qu'il s'agissait du soldat numéro 11, la fameuse nord-coréenne qui a perdu sa fille au nord de l'autre côté de la frontière et qui fait un transfert de sa fille sur la fille de 246. Qui va s'occuper de lui. Alors on ne savait pas trop comment, est-ce qu'elle va le tuer et est-ce qu'elle va décider de s'occuper de sa fille à sa place. Les premières secondes de l'épisode nous la montrent en train de le déclarer mort. Elle lui tire dessus mais pas de façon létale. Donc on aurait pu penser, se dire éventuellement elle va agir de telle sorte que l'on puisse récupérer sa moelle osseuse à lui, qui est certainement compatible avec celle de sa fille, récupérer cette moelle osseuse et l'envoyer à sa fille pour la sauver. Et puis non, finalement, puisque le corps est envoyé directement en salle d'opération, où elle va forcer le médecin à soigner le joueur 246 pour pouvoir le renvoyer à l'extérieur auprès de sa fille. Mais il va partir sans argent, donc on imagine mal comment est-ce qu'il va pouvoir financer l'opération. On revient ensuite sur l'intrigue principale, le jeu centré autour de 456, et on le voit être ramené dans la salle de repos au sein d'un cercueil, à l'intérieur d'un cercueil. Alors la mise en scène, elle est iconique. Elle sert essentiellement à terroriser les autres joueurs qui voudraient se retourner contre le jeu lui-même. On leur montre que s'ils ne respectent pas les règles, ils finiront dans le cercueil ou bien suspendus au lustre lorsqu'on les voit passer dans les couloirs.
Petit aparté sur la speakerine qui annonce que le vote démocratique, mon cul, tout ça. Quand le numéro 1 il est rentré dans le jeu puis il est ressorti comme ça, c'est pas très démocratique. Le mec il a pas exactement les mêmes chances de survie que les autres joueurs. Ouais, alors, puis bon, il a participé quand même au vote démocratique en votant un peu à sa sauce à lui, suivant ce qu'il arrangeait. Alors qu'il aurait pas dû y être, on est bien d'accord. Donc c'est du bourrage d'urne ça, donc ça me fait un peu marrer quand on parle de vote démocratique. Le joueur 456 revient donc dans la salle de repos avec les autres joueurs. Je l'ai dit, à l'intérieur d'un cercueil. Mais la mort est encore une sanction trop douce, une libération trop facile pour ce personnage-là. Et il va servir d'exemple, cette fois, pour tous les autres joueurs. Le maître des jeux l'a mentalement brisé. Il a désormais plusieurs morts sur la conscience pour les avoir entraînés derrière lui dans cette rébellion, et notamment son ami d'enfance, le numéro 390. Il le dit lui-même lorsque les soldats essaient de l'arrêter, vous avez gagné. Donc il est brisé, il n'a plus envie de jouer, on le voit lors du vote, il n'a même pas envie de voter parce qu'il a compris que quoi qu'il fasse, ça ne servira à rien, il a perdu. Il a perdu tout espoir, littéralement. Pire, en ayant entraîné tous les croix derrière lui lors de la rébellion, eh bien, ces derniers étant morts, désormais la balance du vote démocratique entre on continue, on arrête est maintenant carrément déséquilibrée. Et on a cette scène également où les ronds viennent se foutre de sa gueule en disant merci, tu nous as bien servi. Non seulement maintenant on va continuer parce qu'on est majoritaire, mais en plus de ça, tu en as éliminé plein, donc on va gagner encore plus de pognon. 456 souffre donc du syndrome du survivant, celui qui aurait dû mourir à la place des autres ou avec les autres, mais qui revient vivant. Il l'a dit lui-même à la fin de la saison 1 ou au début de la saison 2, il est déjà mort. Il est déjà mort, il aurait dû y rester au premier jeu, il n'a plus envie de vivre, il veut mourir, il cherche à mourir, mais en essayant de sauver le maximum de personnes. Alors va s'activer chez lui son instinct de survie. S'il ne peut pas mourir dignement, s'il ne peut pas sauver des gens, alors il va se venger. Et c'est le fils, le numéro 7, qui va lui souffler l'idée de se venger. En lui disant, si on en est arrivé là, c'est de la faute à 388 qui est resté prostré et n'a pas ramené les chargeurs. Ça n'aurait rien changé, mais c'est un prétexte, c'est quelque chose qui va allumer chez lui son instinct de survie et qui va le faire continuer à avancer, à chercher un nouvel objectif. Les joueurs sont à présent conviés à participer au 4e jeu, le jeu du cache-cache. Les 60 derniers joueurs sont séparés en 2 groupes, les rouges d'un côté, les bleus de l'autre. Les bleus vont avoir le rôle des lapins, c'est-à-dire ceux qui vont devoir s'échapper. Échapper aux prédateurs, les rouges qui vont devoir les attraper. Les règles sont simples, si un bleu arrive à s'échapper, il survit. Si un rouge tue un bleu, il survit. Si un rouge ne tue personne, il est éliminé. La règle de ce nouveau jeu sera donc, pour survivre, il faut soit tuer, soit s'enfuir. Les équipes se forment aléatoirement et dans les rouges, on va dans les tueurs, donc ceux qui auront un poignard, on va retrouver donc 456 notamment, on va avoir la mère, le numéro 149, voilà, je prends ma liste. On va avoir le numéro 124, le copain de Thanos, on va également avoir, je crois que c'est le 125, Minsu, là, le petit introverti. On va avoir également la 222, c'est la nana qui est enceinte. Et du côté des bleus, donc du côté des gens qui vont devoir courir pour survivre, on va retrouver le numéro 100, c'est le vieux, on va retrouver le numéro 388, le marine, on va retrouver le 333, le youtubeur en crypto, on va retrouver le fils, le numéro 7, et intéressant également, on va retrouver le numéro 120. Et juste avant le jeu, donc on va lancer une nouvelle règle, c'est-à-dire que les rouges et les bleus vont pouvoir s'échanger leur rôle, c'est-à-dire que les assaillants vont devenir les lapins, les lapins vont pouvoir redevenir assaillants. Et c'est là où tout l'instinct de survie des hommes va ressortir.
tous les bleus vont vouloir négocier, absolument tous, pour récupérer un couteau. Parce qu'ils vont penser qu'il est plus facile de tuer que de s'enfuir. En d'autres termes, ils pensent qu'il est plus facile de tuer quelqu'un que d'échapper à un prédateur. On va donc avoir deux switches principaux entre la mère et le fils. Donc le fils va devoir tuer pour survivre. Et on va également avoir le crypto qui va devoir tuer et ensuite venir protéger numéro 222. Et c'est là où va se poser le problème d'une autre règle, c'est qu'un rouge ne peut pas tuer un autre rouge. Donc si tu te mets dans la place d'un rouge, il doit tuer quelqu'un pour survivre. Il voit 222 en face de lui, il va vouloir l'attaquer. Mais 333 ne peut pas le tuer lui. Tu vois ? Donc il va y avoir des quiproquos comme ça, il va y avoir des rouges qui sont plutôt bons au fond d'eux, quoi. Je pense à Minsu le 125, lui il va devoir tuer. S'il veut survivre, il va devoir tuer, il va devoir se changer. Il y en a qui ne vont pas arriver à tuer, ils ne vont pas arriver à franchir ce pas et vont mourir, de fait. Il y en a peut-être qui vont se faire piquer le poignard par un bleu et se faire tuer derrière. Et il y en a peut-être même pire, et là je pense à 333, qui se disent, c'est bon, j'ai juste à tuer quelqu'un, ensuite je vais retrouver quelqu'un que je dois protéger. Et là je ne pensais plutôt au numéro 7. Imagine le 7, le fils. Il se dit, c'est bon, il faut juste que je tue quelqu'un, ensuite je retrouve ma mère, et je la protège. Imagine, il retrouve sa mère avant d'avoir tué quelqu'un, il reste 10 secondes. Tu la vois la dinguerie ? Il est obligé de tuer sa mère pour lui survivre. Le choix va être impossible à faire. Ça va être impossible. Et on va également avoir le côté pupute, le côté un peu fourbe chez les rouges. Imagine tu as un couteau et tu vois 5 bleus devant toi. Il te suffit d'en tuer un pour être sauvé. Mais si tu tues les 5, non seulement tu élimines 5 autres joueurs, mais tu vas éliminer aussi 4 rouges. Parce que si tu tues des bleus, comme il y a une parité, comme il y a une égalité entre les rouges et les bleus, et que chaque rouge doit tuer un bleu pour survivre, si tu enlèves sa proie à un rouge, et bien le rouge il peut plus tuer personne. Donc tu vas à la fois éliminer des bleus et des rouges. Tu vois ? Les lapins sont rentrés dans le terrier, les renards arrivent derrière avec les poignards. On va assister maintenant à une chasse d'anthologie. On ne sait pas combien survivront à cette épreuve. Dans le meilleur des cas, il devrait en rester 30, au mieux, mais il n'en restera pas 30, s'ils sont 20, c'est bien. Et nous allons assister au duel, les yeux dans les yeux, entre 456 qui va affronter son démon, le 388. Voilà pour l'épisode 1, on va très rapidement, je vais aller très rapidement regarder l'épisode 2, voir comment ça tourne, puis ensuite monter la vidéo. Petit à petit, comme ça, je vous ferai les reviews. Je vous laisse le soin de vous abonner si vous souhaitez suivre les reviews de la saison 3 de Squid Game, que je vais couvrir pendant tout le mois de juillet. De me mettre également un pouce bleu si vous avez apprécié ce travail, ce format-là de review épisode par épisode. Ça m'aide également pour le travail et pour le référencement, attirer un peu plus de personnes sur la chaîne. Je vous invite à visiter également toutes les autres playlists. Je fais un peu de review manga, un peu de bricolage également. On se voit très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.